Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, merci, ça va très bien Géraldine. Trop chouette. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, parce que c'est possible. C'est vrai. Merci donc d'être là aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de créatrice, de coach business Insta, de maman et sans doute de plein d'autres choses. On va rentrer un peu dans le détail ensemble. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, en effet, j'ai une double casquette, là, comme tu l'as mentionné, parce que je suis créatrice depuis 12 ans. J'ai lancé ma marque Chute Charlotte en 2012. Ça commence à dater un peu. Ouais. Et depuis quelques mois, je me suis lancé un nouveau challenge qui est d'aider les femmes à oser se lancer et vivre de leur activité. Et donc ça, c'est sous le nom Les Meufs qui osent. Donc, je suis en train de travailler là-dessus aussi. Voilà un petit peu ce que je fais en ce moment. Trop bien. Merci beaucoup. On va revenir un peu sur ton parcours. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant ces 12 ans et avant Chute Charlotte? Quel a été ton parcours en fait pour arriver jusque-là? Bien sûr. Alors, ça avait rien à voir avec la couture. J'ai vraiment découvert la couture très tard quand j'attendais ma première fille, donc il y a 15 ans. Mais avant, j'ai bossé plutôt dans le marketing et le luxe dans des grosses boîtes à l'étranger, enfin à Paris, à Londres, à Hong Kong. Donc j'étais plutôt dans des boîtes. J'avais une vie de businesswoman, on va dire, ou de cadre, je sais pas trop quoi, mais voilà, dans les paillettes et tout ça. Et j'aimais bien, mais j'en ai eu marre. Donc, quand j'avais 28 ans, j'ai tout planté pour partir en mission humanitaire aux Philippines. Okay. Donc, c'était un gros changement de vie. Et puis après, j'ai fait d'autres trucs. Je me suis mariée, j'ai rencontré mon futur mari aux Philippines. C'était c'était une super aventure, un truc extraordinaire. Et donc, on s'est mariés. J'ai eu ma première fille. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la couture. Donc, j'avais une trentaine d'années, 30 ans, 31 ans, un truc comme ça. J'étais pas très manuelle à la base et j'avais plutôt fait des études sérieuses, des trucs plus intellectuels qu'autre chose. Ouais. Et là, ça a été une vraie découverte et je me suis éclatée à coudre des petites barboteuses et des trucs certainement affreux au départ et des bavoirs ignobles, mais comme elles ne s'en rendaient pas compte, n'est-ce pas? C'est l'avantage des tout petits, ils peuvent pas râler en disant c'est moche. C'est ça, ils ne peuvent rien dire. Donc voilà. Donc je me suis bien amusée avec ça. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert la couture. Et après, on est reparti à l'étranger, on est reparti à nouveau aux Philippines quand mon petit bébé avait 2 mois, mon aîné là. Et voilà, donc j'ai fait d'autres choses entre-temps. J'ai repris des boulots en ONG, etc. Mais j'avais découvert cette passion de la couture qui m'a plus quittée. Et mon rêve très vite, ça a été vraiment d'en vivre et de créer une activité autour de ça, quoi. Donc ça c'est les débuts. Ok. Et après les débuts, alors qu'est-ce qui se passe? Et après, donc il s'est passé qu'on a passé 2 ans aux Philippines à Manille avec notre petite fille qui a grandi. Entre-temps, on en a eu une deuxième et en bossant donc en ONG. Et c'était une super aventure. Au bout de 2 ans, on est rentré. Et là, je me suis dit, non, en fait, je vais pas me remettre à travailler je vais pas repartir en entreprise ou je sais pas où, dans les paillettes, le luxe et les rouges à lèvres. Ouais. J'avais plus du tout envie de ça. Et donc, je me suis dit, je vais commencer par lancer un blog de couture sur Canal Blog, voilà, comme ça existait à l'époque. Je pense que ça n'existe plus maintenant, mais j'ai fait mon petit blog dinosaure, mais ça existait. C'est ça. Maintenant, les blogs, c'est tellement... C'est tellement réputé, connu, etc. que comme maintenant, tu te dis, j'avais un blog, mais il y a hyper longtemps, tu te dis, ok, ça existe. Les vieilles, c'est une vraie daronne. Voilà, c'est ça, je suis une vraie daronne, tu vois. Je le suis aussi, donc c'est bon. Ça va, tu me comprends. Ça va. Donc, j'ai lancé mon petit blog de couture et l'idée, c'était je montrais ce que j'avais cousu, mes péripéties en couture, mes échecs, mes machins, mes ratés, mes trucs réussis, tout ça. Et ça a plutôt bien pris. J'ai eu assez vite un petit lectorat de passionnés de couture.
vois, à l'époque, voilà, il y avait ça sur la toile. Ouais. Il y avait des gens qui disaient des blogs et des espèces de communautés de passion comme ça, de gens passionnés. Ouais. Et donc j'ai commencé à me faire connaître un peu comme ça et j'ai assez vite j'ai eu l'idée de essayer de vendre des trucs. Donc voilà, au début des accessoires, des sacs et tout, et puis ça a plu. On dit ah oui, ok, je vais t'en acheter pour Noël, pour ma belle-mère, pour voilà ma sœur et tout ça. Et donc ça a commencé à prendre comme ça. Et puis ça fait un peu boule de neige. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à en vivre, tu vois. Mais bon, ça a pris quand même, je te fais une version accélérée, mais ça a pris quand même quelques mois, puis quelques années pour vraiment arriver à en vivre et surtout à trouver un système, enfin un business model qui marche, parce que c'est pas évident avec le fait main, les créations, ça prend du temps par définition. Oui. Donc voilà, il faut arriver à trouver la bonne formule. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais donc voilà. Et puis en fait, donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et après, on est reparti vivre en Asie. On est parti vivre à Bali. Ouais. Là, on venait d'avoir notre 3e fille. Donc, j'avais un petit bébé de 6 mois quand on est parti. Et je me suis dit, bah là, ça va être compliqué de continuer de vendre mes besaces en cuir et mes vêtements sur mesure en étant basée à Bali pour des clientes françaises. Ouais. J'ai une petite Comment je problématique. gère le stock, tout ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. C'était exactement. J'avais une vraie problématique de vraiment de ça, de business model et tout. Et comme on me demandait depuis plusieurs années, mais Charlotte, vends tes patrons de couture, parce que voilà, comme je vendais des vêtements, des petites robes de cortège et tout, j'avais beaucoup dans mes lectrices sur Instagram et sur mon blog d'avant, etc. Des couturières en fait, des passionnées de couture. Donc ils me disaient c'est sympa ce que tu fais, mais moi je préférerais faire moi-même la robe puisque je sais coudre. Et je disais non, je sais pas faire ça, c'est un autre boulot, c'est très technique, je suis pas modéliste et tout. Et comme ça revenait souvent, et je me suis dit en fait il y a peut-être une opportunité à ce niveau-là. Et d'autant plus que comme on partait justement à l'étranger, je me suis dit si j'arrive à switcher mon business comme ça serait pas mal. Donc je me suis formée. Des PDF pour le coup que en effet des besaces physiques quoi. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Donc je me suis lancée dans ce projet qui était un peu dingue au départ, mais voilà, en faisant petit au début, une petite robe, je savais qu'il plaisait, on m'avait demandé 500 000 fois le patron, et ça a plu tout de suite. Donc j'ai continué dans cette voie-là en m'entourant, en me formant et en m'entourant d'experts dans ce domaine-là pour pas être toute seule parce que c'est quand même assez complexe. Ouais. Et donc du coup j'ai débarqué à Bali il y a 7 ans avec ce nouveau projet de patron de couture et j'ai développé mon activité en étant à Bali. Enfin, même si c'était vraiment complètement en ligne, mais après en trouvant une petite couturière à Bali, en me faisant aider et en montant une équipe ici vraiment multinationale, enfin multilangue, parce qu'il y avait des Françaises, des Indonésiennes et tout. Donc ça a été une très jolie, très belle période. Et puis ça m'a permis de développer vraiment cette activité de patron de couture en ligne, club de couture et tout. Voilà, j'ai testé plein de trucs et je me suis bien amusée. Je trouve ça génial dans ce que t'expliques, parce que j'ai l'impression que en fait c'est des choix de vie on repart vivre en Asie, on a des enfants, etc. qui derrière te permettent d'adapter quelque part ton business model. En fait, souvent on va d'abord se dire comment je mets en place un business ou comment j'adapte mon business model pour que ça réponde à mes choix de vie. Et on entend beaucoup travailler la vision, etc. Toi, j'ai l'impression que ça se fait en sens inverse, c'est-à-dire que il y a cet attrait et cette envie de vouloir repartir ou de revenir en Asie ou en France, etc. Et que c'est une fois quelque part que c'est amorcé, de se dire ok, et donc le business, qu'est-ce que j'en fais ou comment est-ce que je le twiste un peu pour que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment pour moi l'énorme avantage de l'entrepreneuriat, c'est cette flexibilité que ça te permet, cette liberté à la fois parce que on entend tout le temps parler de ça, la liberté, tout ça, mais moi c'est vraiment quelque chose que je vis dans ma réalité, tu vois, la liberté géographique, etc. Et puis cette flexibilité parce qu'en fait à partir du moment, ce qui est dur, c'est de se lancer, de créer une communauté, de trouver des clients. Ça, c'est jamais facile. Mais à partir du moment où tu as un petit socle, je trouve, de passionnés, surtout que moi, j'étais dans ce secteur-là, je trouve que c'était plus compliqué aujourd'hui, on en parlera peut-être après, mais justement, où je suis plus dans tout ce qui est coaching, formation, business et tout. C'est autre chose. Mais dans ce secteur-là de passionné, tu vois, quand tu touches à quelque chose tu trouves forcément en face de toi des lecteurs, des clients potentiels qui sont passionnés comme toi. Et du coup, je trouve que de créer une communauté et c'est pas facile, on peut pas dire que ça soit facile, mais
Enfin, pour moi, ça a été en cas assez naturel. Ça s'est fait sans douleur, sans difficulté. Et puis l'avantage, c'est qu'après, les gens te suivent, quoi. Quand tu as une communauté de fans ou de personnes qui apprécient ce que tu fais, eh ben, ils aiment suivre ton parcours et ils sont prêts à, voilà. Et en effet, c'est vrai ce que tu dis, j'ai toujours fonctionné plutôt dans le sens, j'ai un business que je peux adapter. Comment je fais pour qu'ils suivent mes projets, mes envies, voilà, soit mes contraintes, ça peut être mes contraintes familiales, mes contraintes géographiques, parce qu'en effet, parfois, j'ai pas le choix, je dois rentrer, je dois repartir, je dois vivre à tel endroit, ou mes envies aussi, parce que parfois j'en ai marre. Bah, tu vois, ça a été le cas là ces derniers mois. Je me suis dit, bah en fait, ça fait 12 ans que je fais ça, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me lancer un autre défi. Et ça, c'est génial, parce que dans l'entrepreneuriat, comme t'es tout seul à décider, c'est ça. À la fois, c'est flippant parce que t'as personne pour te montrer le chemin. C'est la seule à te mettre tous les freins possibles et imaginables. Ah ouais, c'est ça. T'es la seule, donc t'es la seule à pouvoir gérer ton truc et te lancer vraiment. C'est ça. Et t'as personne qui t'impose le truc, mais en même temps, bon bah tu peux aller un peu où tu veux, quoi. Donc ça c'est extraordinaire, je trouve. Carrément. Et ce que tu disais aussi, c'est tu vois l'idée de se dire bah les patrons, je sais pas faire, mais ok, je vais faire des formations, je vais m'entourer d'experts. Et c'est ce que tu viens de dire. Quand on est seul à décider, on peut se dire ah bah non, je sais pas faire, je suis pas légitime, ok, je lâche l'affaire, je vais pas faire ça. Et j'ai l'impression que ça a presque pas été une question pour toi en fait. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de devoir modifier le business model parce que ça collait à cette nouvelle vie et que finalement il y avait pas de frein. En tout cas, le frein de je connais pas ou c'est pas mon cœur de métier, c'était pas un sujet pour toi quoi. Ouais, bah c'est un sujet parce que si j'ai quand même, tu vois, pendant des mois, on me parlait de ça et je me disais non, je me mets quand même plein de barrières. Ouais. Je suis quand même une très grosse flippée. Les gens le voient pas trop, ils disent ah Charlotte, tu fais des trucs de fou. Mais voilà, tu fonces, tu oses, tu machin. Mais la vérité, c'est que bah tu le sais aussi bien que moi, sur les réseaux sociaux, tu montres 1%, 2% de ta personnalité, de ta vie. Donc dans la vraie vie, je me pose 10 milliards de questions avant de poster sur Instagram. Je suis du genre à me dire mais j'y vais pas, mais c'est nul, c'est gna. Et donc je lutte depuis des années contre ma propre trouille et mes propres angoisses et et je me fais un peu violence. Et puis j'ai aussi un mari, il faut le dire, qui est entrepreneur et qui est hyper punchy et hyper encourageant. Donc j'ai une très très grosse chance par rapport à ça parce qu'il me dit toujours mais vas-y, mais fonce, mais c'est une idée géniale, vas-y. Alors parfois c'est des idées carrément pourries, mais au moins pas de frein d'entourage de je sais pas, c'est risqué, machin. Au moins il y a pas quoi. Voilà, il n'y a pas dans mon entourage immédiat. Après, comme tout le monde, j'ai eu quand même évidemment plein de regards en coin et elle est complètement tarée. Elle a fait des études, c'est pour devenir couturière, n'importe quoi. Tu vois, tous les gens se sont dit, mais elle fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Donc non, j'ai quand même la trouille. Mais en effet, je me dis c'est possible en fait, je vais tenter. En fait voilà, je me dis toujours écoute, je vais tenter. Si je me plante, c'est pas grave. J'expliquerai, tu vois, parce que j'essaye de communiquer un peu là-dessus aussi sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est ce qui fait aussi que justement tu arrives à créer une communauté et que tu arrives à intéresser les gens à ton parcours, tu vois, c'est en disant je fais ça. J'ai la trouille, j'y vais quand même. Je me suis plantée. Bon, voilà, toi aussi, tu vas peut-être te planter, mais peut-être tu réussiras mieux que moi. Tu vois? Et bon, voilà, ça fait, faut prendre ça comme un jeu. Enfin, moi, j'essaye de prendre ça comme un jeu, tu vois, l'entrepreneuriat, et de me dire, j'essaye ça, puis ça foire, c'est pas grave. Il y aura autre chose à essayer, c'est ça. Voilà. T'apprends toujours des trucs au passage, et puis, c'est pas grave. Clairement. Et enfin, tu vois, t'en parlais de l'entourage et de ton conjoint, ton mari. Ouais. J'ai lu là un article ces jours-ci sur Mathieu Blanchard qui fait beaucoup de courses et qui fait pour le coup l'UTMB, donc des trails plutôt costauds, et qui disait qu'il était ingénieur au départ, qu'il était en France et qu'il est parti au Québec, et que au Québec en fait ça lui a permis de devenir le coureur qu'il est aujourd'hui, qui gagne des courses, etc. Et qu'en France il aurait sans doute pas pu faire ça parce qu'en France, comme il était ingénieur et que quand il a commencé à dire je vais aller courir, ça va devenir mon métier, etc. Tout le monde lui a dit mais ça va pas, t'as un super job, t'as un super salaire, etc. Alors qu'au Québec, il disait il a plein de potes qui étaient l'encourageaient. Ouais, c'est ça, qui l'encourageait, et puis qui étaient par exemple avocats et qui d'un seul coup se mettaient à la couture, se mettaient à être prof de yoga, etc. Et tous les gens disaient super, et c'est quoi ta prochaine idée, etc. Et donc
souvent on dit l'entourage est ultra important, mais je pense qu'on sous-estime beaucoup. Et ce que tu viens de dire et ce que j'ai lu là sur Mathieu Blanchard, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que lui, il était un peu tiraillé entre la France et la manière dont il a grandi, la culture, etc. De se dire bah ouais, mais si eux me disent que c'est pas une bonne idée, peut-être qu'en effet c'est pas une bonne idée. Et finalement, le fait d'avoir un entourage différent lui a permis de switcher au niveau du cerveau et d'être plus dans cette logique de jeu et de bah au final j'essaye et si je me rate, c'est pas si grave que ça quoi. Et c'est un peu ce que tu dis aussi, tu vois, de dire finalement les enjeux. Bien sûr qu'il y a des enjeux, bien sûr qu'il y a de la pression et on s'en met souvent certains tout seul aussi, de manière très efficace. Tout à fait. mais l'entourage et le fait de dire ouais bah vas-y essaye. Et même quand tu te dis l'idée est peut-être pourrie, oui mais c'est peut-être en essayant cette idée pourrie que tu vas l'affiner et qu'après ça va devenir un chouette truc en fait. Donc c'est ultra important je pense. Ouais, complètement. L'entourage, c'est vrai que c'est fondamental. Et moi, là, j'ai la chance de vivre en Asie depuis 7 ans. Ouais. Et du coup, alors c'est pas le Québec, je connais pas le Québec, mais c'est sûr que c'est complètement différent de la France. Et ici à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs. La plupart de mes copines, c'est des femmes qui ont monté leur business, qui ont fait des trucs qui tentent, qui se plantent, qui retentent, tu vois. Ouais. Donc c'est sûr que c'est une autre dynamique. Quand je reviens en France et que je retrouve mes amis, ma famille, etc., qui sont dans des vies plus classiques, des boulots plus classiques, etc., forcément, il y a un décalage et je sens beaucoup de peur souvent. Parce que ils accueillent parfois avec beaucoup de bienveillance et même parfois d'admiration en disant c'est super Charlotte, tu lances des trucs, c'est cool, moi je pourrais pas, moi j'ai trop peur de me planter, tout ça. Et tu sens c'est vrai qu'il y a une certaine pression parce que ça vient de notre culture certainement sociétale et voilà, et ancrée depuis toujours. Donc c'est compliqué d'aller contre ça quand tu vis en France d'aller contre tout ces a priori et ces jugements peuvent être un peu décourageants, quoi. Oui, et puis quand on est soi-même dans le doute, s'il y a du doute en plus de tout, on est là, bon, bah peut-être que c'est eux qui ont raison, en fait. C'est horrible. Pas forcément. Ouais, complètement. C'est ça. Tu le disais dans ton parcours, donc il a été aussi ponctué de maternité, de grossesse et donc le fait d'avoir des enfants. Est-ce que c'était... Alors pour moi, il y a plusieurs challenges en fait dans ce que j'entends. Et j'aimerais bien qu'on creuse un peu ça, c'est-à-dire il y a à la fois l'entrepreneuriat, le fait de devenir parent et l'étranger qui potentiellement peut nécessiter aussi des adaptations. Mm-hmm. C'est quoi les challenges en fait que tu as ou que vous avez rencontrés, peut-être à la naissance de ton premier enfant, pour justement réussir à concilier, à trouver un équilibre en fait dans tout ça? C'est vrai que ça a été une succession de challenges, comme tu dis, entre les différentes naissances, les différents, la vie à l'étranger, aux Philippines, en France, en Asie, etc. C'est une sorte d'instabilité permanente, tu vois. Ouais. Mais bon, ça me convient finalement assez. Les plus gros challenges, ça a été, la vie à Manille. Quand on est parti avec un petit bébé de 2 mois et puis une petite fille, tu vois, un an après, ça a été quand même un gros challenge parce qu'on connaissait, moi j'avais vécu 1 an au fin fond des Philippines en faisant une mission humanitaire. Là, je te disais quand je suis partie de Londres, tu vois, je suis à 28 ans et donc c'était vraiment au fin fond de la Cambrousse et tout ça. Ça a été une super expérience. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari qui est venu me remplacer à la fin de ma mission, donc c'était rigolo. Mais quand on est reparti à Manille, Manille, c'est une ville qui est très difficile parce que c'est une mégalopole asiatique. Il y a énormément de monde, de bruit, de misère, on travaillait dans les bidonvilles et tout. Donc, c'était quand même un gros challenge avec un petit bébé de 2 mois que je trimballais en porte-bébé, tu vois. Donc, ça a été assez compliqué de gérer, le premier bébé. Donc ton apprentissage en tant que parent c'est quoi en fait, il y a pas de guide, comment je fais, comment je gère ça en fait. Il y a pas de guide, comment je gère ça, le lait, comment je vais faire quand j'ai arrêté d'allaiter, oh là là, mais ça c'est pas les mêmes, tu vois, tout est différent. Ouais. Tout est un peu ça, c'est assez déstabilisant, c'est à la fois ce qui est génial de vivre à l'étranger, mais c'est que forcément t'es remué dans tes certitudes et dans tes habitudes. Donc c'est ce que tu recherches quand tu pars. Oui. Et puis quand tu te retrouves confronté à ça, par moment, t'es pas prêt, tu vois. Pas autant que ça, quand même. Ouais, c'est ça. Pas autant que ça. Et surtout que nous, on arrivait, du coup, avec un bébé, ce qui n'était pas du tout le même délire que quand m'étais pointée toute seule, tu vois, avec mon sac à dos, quoi. C'était pas pareil. Donc ça a été compliqué. Et l'autre difficulté, c'est de gérer aussi la distance avec la France et avec ma famille, avec mes parents,
mon frère, ma sœur et tout ça. Ça, c'est forcément, c'est un peu compliqué quand t'es expatrié, et notamment quand tu te retrouves justement avec ton premier bébé, ton deuxième, tout le monde a envie de les voir. Tu vois, il y a cette espèce de frustration. Donc ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi à gérer. Même toutes ces années, tu vois, c'est une vraie complexité où tu es toujours un petit peu tiraillé entre ta famille d'origine dont tu as envie de t'occuper et que tu as l'impression d'avoir un peu abandonné, et puis la famille que tu construis, qui s'épanouit dans cet environnement, qui est heureux là, et tu te dis, bah, c'est important aussi, tu vois. Donc, c'est des vrais... pour moi, ça, c'est une vraie problématique, alors qui est un peu au-delà de la sphère professionnelle, tu vois, parce que c'est vraiment plus voilà, problématique personnelle. Donc, comment tu gères? Donc, en général, je fais des allers-retours. J'ai un bilan carbone qui est, je pense, catastrophique. Donc, je reviens régulièrement en France pour aller voir ma maman, mon frère, m'en occuper un peu. Puis je repars et puis je reviens. Tu vois, je fais des trucs comme ça. Mais voilà. Et après, les enfants, sur le challenge des enfants, bah, c'est sûr que c'est à la fois génial, comme on le disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, parce que ça te permet une vraie flexibilité. Tu peux construire tes projets et tout. Et c'est difficile aussi parce que, par définition, tu bosses de chez toi, enfin, la plupart du temps. Tu vois, à la fin, les dernières années à Bali, j'avais un bureau, un atelier avec mon équipe, donc j'étais un petit peu éloignée, mais j'étais quand même, voilà, j'étais moins à la maison, j'étais à côté de la maison, mais voilà, ça me permettait de créer une petite distance. Mais la plupart du temps, j'ai toujours eu mon atelier, mon bureau à l'intérieur de la maison. Donc, c'est sûr que ça demande vraiment de la flexibilité, je pense, et de pouvoir jongler, tu vois. Mais je suis habituée à ça parce que j'ai grandi dans une famille très vivante, très bruyante. Il y avait toujours un joyeux bordel. Il y avait, voilà, mon frère est très bruyant. J'ai une petite sœur qui avait 12 ans de moins que moi. Donc, tu vois, il y avait toujours un gros bazar chez moi. Donc, je suis habituée à me concentrer dans des environnements chaotiques. C'est exactement, tu l'as très bien dit, dans un environnement chaotique. Donc, ça m'a aidée. Donc, je bosse un peu tout le temps, comme ça, tu vois, par intermittence. Et je pense que c'est souvent ce que font, je sais pas toi, ton expérience là-dessus, mais je trouve que t'es un peu comme ça quand tu es entrepreneur et que t'as une vie de famille, t'es un peu obligé de jongler, quoi, entre vie perso, vie pro. Bah, alors, le fait de jongler, moi, ça me parle beaucoup. En effet, c'est un peu pour moi comme s'il y avait des tuyaux d'arrivée, de sortie, et que tu fermes ou t'ouvres selon les besoins du moment. Il y a un enfant malade, donc forcément le business, ça passera au second plan, etc. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est que quelque part, t'es habitué à ça, et c'est un peu ton mode de fonctionnement, cette recherche quelque part d'instabilité, de fonctionner tu l'as dit, dans un joyeux bordel ou dans un chaos, etc. Et quelque part, tu développes c'est une force que tu utilises pour aujourd'hui développer ton business, bien sûr, mais aussi ta famille, là où tu vis, etc. Et ce que j'entends donc derrière, c'est cette idée de se connaître suffisamment et de savoir quels sont les modes de fonctionnement pour se dire, bah, comment est-ce que je pousse ça au maximum pour que finalement ça serve ma vie, ma vision, ce que j'ai envie d'avoir, en fait. Là où tu as des gens qui vont te dire, ah non, mais tu peux pas bosser dans un environnement chaotique, etc., c'est pas possible, machin. Si toi, c'est ton mode de fonctionnement et que, au contraire, tu arrives à être efficace là-dedans et dans cette logique de jongler, à le réadapter en fonction, parce que bien sûr, quand tu as un nouveau-né, c'est pas tout à fait pareil que quand tu as des enfants de 5, 10, 15 ans. Les demandes sont pas les mêmes, les besoins sont pas les mêmes, etc. Mais c'est pas rechercher la stabilité pour la stabilité, c'est juste se dire quelle est ma stabilité à moi et quels sont les besoins. Et tu disais tout à l'heure quelles sont mes contraintes aussi et comment est-ce que j'arrive quelque part à équilibrer ça. Et ensuite, la stabilité, c'est hyper relatif et hyper subjectif en fonction des personnes, tu vois. Enfin, je pense qu'on peut en parler des heures, c'est limite philosophique de c'est quoi finalement la stabilité, tu vois, dans le truc. Mais ce que je trouve intéressant dans ton parcours et dans ce que tu viens d'expliquer, c'est cette notion de te connaître, de savoir comment tu fonctionnes, comment tu as grandi, quels sont quelque part tes référentiels, ta notice, et de développer autour de ça. Complètement. Je pense exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi un des énormes apprentissages de l'entrepreneuriat, c'est que tu forcément t'apprends à mieux te connaître, à connaître tes qualités, tes défauts. Et moi, je suis une grande partisane de miser tout sur ses qualités, tu vois. Parce que tu peux toujours pas, tu peux passer des heures. Par exemple, je suis bordélique, je suis pas organisée, c'est une réalité, tu vois. Alors je m'améliore, évidemment, je m'améliore, tu vois, j'ai des process, voilà, je suis moins cata qu'il y a 10 ans. Mais quand même, ça sera jamais mon fort parce que mon fort, ça va être au contraire ma créativité, ma spontanéité,
Tu vois, mon côté passionné, c'est mon moteur, c'est ça. C'est ça qui fait que je m'amuse. Et donc, si tu essayes de toujours aller contre ça, enfin, améliorer tes points faibles et tout, déjà, c'est ultra déprimant parce que c'est clair. finalement, t'es toujours un peu nul, tu vois. C'est ça. Voilà. Le mode taillage de Venda, je sais toujours pas faire ça, ou voilà, bon, bah, ok, super, mais voilà, non, quoi. Non. Donc, moi, je mise sur mes qualités, sur ce que je sais faire, et je me dis, bah, je vais à fond là-dedans, comme une bourrine, tu vois, et ce qui m'éclate. Surtout ce qui m'éclate, ce qui m'amuse. Et si ça m'amuse plus, si je m'ennuie, si j'ai plus la foi et tout, je me dis, bah, il faut que je change un truc parce que ça va pas, tu vois. Mais en effet, je pense que t'as raison, tout dépend de ta personnalité. Pareil, à Bali, tu vois, j'ai des copines qui sont extrêmement organisées, le contraire de moi, et donc qui bossent complètement différemment, qui vont tous les jours au bureau de telle heure à telle heure, sans les enfants, qui font les mêmes tâches, les mêmes trucs. Et elles comprennent pas si ça les amuse, mais je veux dire, on voit bien qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement et que moi, c'est beaucoup plus du freestyle et beaucoup plus à l'envie, tu vois, ça marche plus comme ça. Ouais. Mais c'est aussi important parce que c'est aussi ce qui va te donner du jus et qui va te permettre de compenser où tu disais, ben voilà, il y a des moments qui ont été difficiles aussi parce que, et sans doute encore aujourd'hui, et dans l'entrepreneuriat et en tant que parent, plein de raisons, parce qu'il y a des moments où on sait pas comment prendre la situation, on sait pas comment la décoincer, etc. D'autant plus, je pense, en étant à l'étranger, dans des conditions qui sont pas forcément celles dans lesquelles t'as grandi toi, donc t'as des référentiels qui doivent être un peu mouvants aussi. Et donc, je pense qu'il y a besoin de ça, et c'est ce que tu disais, si ça t'amuse plus et que ça t'alimente pas en termes d'énergie, en termes de charge quelque part intellectuelle, mais pas au sens péjoratif, au sens t'alimenter intellectuellement, bah, t'auras peut-être aussi moins de jus pour les choses qui sont moins cool à côté et qui existent aussi forcément, pas parce que t'es à Bali que tout est rose tout le temps, j'imagine. Complètement, ouais. Et donc, c'est encore cette notion de jongler et d'équilibre, en fait, je pense, derrière. Ouais, tout à fait, exactement. De trouver l'équilibre et d'arriver aussi à te garder du temps pour toi, parce que ça, c'est bateau, mais c'est tellement vrai. Moi, dans ces 12 années d'entrepreneuriat, il y a vraiment des moments où je me suis cramée parce que je suis allée tellement à fond dans mes idées, parce que ça marchait, parce que j'adorais, je m'éclatais, tu vois. Mais à un moment, je travaillais je pouvais commencer à bosser à 7h du mat et finir à 23h et faire quasiment que bosser, sauf les moments où je m'occupais de mes enfants. Mais tu vois, j'étais complètement, c'était assez obsessionnel. Donc, je sais que j'ai ce côté-là extrême, tu vois, un peu. Je suis vraiment capable d'aller trop dans un sens ou dans un autre. Donc, avec le temps, j'apprends à rééquilibrer ça. Et c'est vrai que c'est super important de garder du temps pour faire des trucs, comme tu dis, qui t'alimentent, qui te plaisent, qui t'animent, qui faire du sport, enfin, se balader, s'aérer la tête, parce que sinon, on peut quand même devenir dingue, notamment sur les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même très compliqué à gérer. Et donc, c'est dur faut trouver un équilibre, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est ça. Et puis, enfin, si c'est pour faire du 7h, 23h, en étant à Bali, enfin, fais du 7h, 23h, tu vois, dans l'absolu, si tu sors pas, que tu passes pas là où t'es. J'ai eu un peu la même vie que toi de paillettes à l'étranger et tout ça. Et souvent, on me dit, ah, c'est génial, t'es à Washington la semaine prochaine, tu vas visiter, t'es là. Non, mais en fait, j'y suis pour le boulot, je suis en réunion toute la journée. Et en fait, c'est vrai que tu te dis, mais je suis dans un hôtel à Washington, ça pourrait être, enfin, n'importe où dans le monde. Et à un moment, c'est quand même ridicule de te dire, voilà, quoi. Tu profites pas de la ville, tu profites pas de la culture, enfin rien quoi. Juste t'es là, mais tu pourrais être n'importe où ailleurs. Et pour en avoir discuté avec des clients qui étaient digital nomades et qui bossaient en décalage de la France, il peut y avoir ce truc de se dire la France n'est pas encore réveillée, donc j'avance sur plein de trucs. Et puis quand mes clients français sont là, bah du coup je bosse avec eux et finalement ta journée elle a rallonge. Parce que tu t'empiles en fait les trucs au lieu de te dire bah je vais bosser par exemple que quand mes clients français sont réveillés parce qu'on va faire des calls etc. Mais le reste du temps j'en profite pour faire des choses pour moi, ce que tu disais, hein, du sport, pour visiter, pour aller dehors etc. Et des fois il peut y avoir un peu ce truc de bah finalement j'ai réussi à rallonger ma journée, c'est trop bien. Ouais, à quel prix? C'est clair, c'est le danger. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il faut exactement. Tu te fais. À un moment, je faisais pas mal de live et tout ça comme ça, et on me disait, mais les lives, moi, je peux en fin de journée. Mais je me disais, si c'est en fin de journée pour moi, ça va faire 22h, minuit, tu vois. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est vrai que faut poser des limites, je pense, à tous les niveaux. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé un rythme où souvent, la plupart du temps, le matin, je vais faire du sport, tu vois, sans trop me poser de questions. J'ai pas toujours envie, mais je me force un peu. Je me dis, allez, j'y vais 1 heure après avoir déposé les enfants et après, je me mettrai au boulot. Et ça me permet de quand même commencer par quelque chose pour moi et qui me fait du bien, tu vois, qui me fait du bien. Top, hyper intéressant, merci. Dans les challenges que tu as partagés, est-ce qu'il y a des ressources, au-delà de ton conjoint, qui t'ont aidé
aidé ou qui t'aide en termes de justement de comment concilier toutes ces vies en fait? Alors, ce qui m'aide pas mal, c'est que d'un point de vue organisationnel, comme je disais, c'est pas mon fort, mais ce qui m'aide vraiment bien, c'est d'avoir des apps ou des docs, tu vois, connectés entre mon téléphone et mon ordi. Ouais. Donc ça, comme je bosse tout le temps un peu de n'importe où, Oui. et ben voilà. Donc tu vois, je vais coucher ma petite dernière, je vais taper le texte de la légende de mon reel sur mon téléphone, Ouais. et puis après je le récupère sur mon ordi, je le retravaille là-dessus. Pareil pour Canva. Enfin, voilà, tu vois, je fais beaucoup de trucs comme ça entre l'ordi et le téléphone et ça, franchement, c'est un gain de temps énorme, quoi. Ouais. Vraiment, ce qui me permet de toujours, toujours. Puis je note tout aussi tout le temps pareil, toujours sur mon ordinateur, enfin sur mon appli de notes, tu vois, qui est sur mon téléphone ou mon ordi, pour bien retrouver tout le temps toutes mes idées. Et puis sinon les ressources, à Bali j'ai quand même pas mal de ressources parce que on a de l'aide, tu vois, donc ça Ouais. change vachement les choses. Là on vient de passer quelques mois en France et c'était beaucoup plus difficile, j'ai eu du mal à bosser, je passais ma journée à faire des trucs pour la maison, les enfants, le truc, l'appart et tout ça, j'avais vraiment du mal Ouais. à dégager, j'arrivais à dégager 1 heure ou 2 par jour et c'était très frustrant pour moi parce que j'étais pas habituée. Alors qu'à Bali, depuis des années, j'arrive à avoir des journées, si je veux bosser, tu vois, de 9 heures à 16-17 heures, j'arrive. Après, mes Ok. enfants sortent tôt de l'école, donc c'est une autre problématique, elles finissent à Ouais. 15 heures ou 15h30. Donc ça, c'est Ok. vraiment tôt. Ça, Ouais. c'est difficile. Mais bon, jusqu'à l'après-midi, j'arrive, tu vois, j'ai quand même du temps. Ouais. Et en France, j'avais pas ce temps-là parce que tu dois en plus gérer toute la logistique familiale et ça prend vraiment un temps fou. Et c'est toujours, je trouve que c'est le côté un peu ingrat quand t'es entrepreneur et que t'es en plus maman, mère de famille et tout. C'est que forcément, comme tu bosses de chez toi et que il faut que tu gères tout ça, Mm. c'est vraiment pour le coup des doubles journées, voire des triples journées et c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est assez épuisant d'arriver à tout mener de front et je trouve qu'on s'en rend pas forcément, enfin on n'en parle pas en tout cas beaucoup, tu vois, on parle beaucoup de la charge mentale de la mère de famille ou de la femme qui bosse et tout, mais en fait Ouais. les femmes entrepreneurs c'est autant, voire enfin peut-être pas plus compliqué mais autant, Ça empile et en fait, je pense. Ouais. ouais, ça empile et on y pense moins parce que les gens se disent bah attends, c'est cool, elle bosse de chez elle, c'est bon, elle est peinarde, quoi. Mais Ouais. non, t'as cette pression en permanence de te dire faut que j'avance, faut que j'avance, faut que je gagne du fric, faut que je Oui. ramène des sous, machin, et à côté de ça, t'as ton autre casquette. Enfin ouais, Ouais. c'est ça. Il faut jongler, comme on disait tout à l'heure, C'est ça. arriver à trouver l'équilibre. Et j'ai l'impression, moi, c'est vrai que, enfin, il y a ces couches un peu de millefeuille, mais j'ai l'impression du coup, d'avoir des fois des logiques presque entrepreneuriales dans la vie perso, tu vois, dans la gestion de la maison, de te dire, alors, attends, là, j'ai du temps, du coup, je peux lancer la machine parce qu'après, je fais ma call, du coup, elle aura fini de tourner, du coup, je pourrais tu vois, d'optimisation presque. Ouais. Là où avant, c'était bon, bah, de toute façon, enfin, voilà, je suis au bureau, donc ce sera le week-end ou voilà, mais Ouais, c'est là, ça. il y a des trucs où je me dis, des fois, je me fais flipper en me disant, ça devient un niveau, c'est abusé, C'est quoi. ça. C'est Mais en ça. fait, c'est cette recherche de rationaliser le temps et de se dire, Optimiser. ouais, d'optimiser Ouais. au max pour dire, bah, j'ai besoin, ce que tu disais, d'avoir 1 heure, 2 heures, là, absolument, comment est-ce que je fais pour tout dégager avant, après, et pour que ces 2 heures-là dont j'ai besoin, vraiment, je sois ultra Mm. focus sur ce que j'ai à faire, etc. Et je trouve qu'il y a des périodes où ça fonctionne plutôt bien et où c'est fluide. Et pour l'avoir vécu, moi, en fin d'année scolaire, là, au mois de juin, où je trouve que c'est le pire mois de l'année pour les parents. T'as les kermesses, les Complètement. gâteaux, les machins, Ouais. enfin, c'est l'angoisse absolue. Où là, j'ai eu une vraie sensation de débord, en fait, et j'y arrive plus, quoi. Ouais. J'arrive pas à Ouais. gérer, en fait, tout ça. Et le reste de l'année, oui, mais là, c'était juste trop. Et j'arrivais même pas à avoir cette gestion optimisée, tu vois, de comment je rationalise le jeu. Je me faisais déborder, en fait. Ouais. Donc, Et c'est frustrant, c'est tellement ouais, frustrant ouais, il faut arriver à gérer cette frustration, justement, quand tu as ouais, envie de bosser, ou comme tu disais tout à l'heure, tu as un enfant malade, c'est moi, j'ai ça. ma fille T'avais qui pas prévu, débarque quoi. et qui pleure parce qu'elle est juste, elle est fatiguée, machin, et Ouais, tu sais qu'elle va chouiner tout c'est ça. l'après-midi dans tes pattes, tu vas l'enfer, alors que j'ai plein de trucs, mais tellement plus intéressants. Et forcément, tu culpabilises parce que tu te dis, putain, mais Ouais, je pas suis quand même prévu de pas faire une bonne ça. mère, Ouais, tu vois. Je suis pas c'est une ça. bonne mère. Et parfois, l'autre jour, je lui ai dit, écoute, Zélie, maintenant,
on va mettre les choses au clair toutes les deux, tu vois. Elle a 7 ans, elle a rien envie de mettre au clair avec moi, quoi. Je dis, à mettre les choses au clair. L'après-midi, maman n'est pas là. Maman n'existe pas. D'ailleurs, maman va partir l'après-midi et quand tu reviens, je ne serai pas là. Et là, le drame, j'aurais jamais dû dire ça. Elle s'est mise à pleurer. C'était le drame intersidéral. Ça a duré encore 1 heure de plus. Ouais. Évidemment, j'ai dû revenir parce que je dis, mais non, maman sera toujours là. Et je me dis, ah, non, mais Charlotte, n'importe quoi. Tu te laisses complètement bouffer. Bon, voilà, c'était ridicule, tu vois. Et cette frustration, elle est difficile à gérer quand tu te dis, faut arriver à lâcher prise et te dire, bon, de toute façon, c'est mort. Là, je vais pas y arriver. C'est ça. Après, je pense qu'avec les enfants et selon les âges, il y a des degrés aussi de est-ce qu'ils sont dans une gestion autonome ou pas, tu vois. Et enfin, j'avais aussi. C'est vrai que c'est dur à gérer parce que tu es dans la culpabilité de te dire si l'enfant pleure ou est malade, etc. Et enfin, je suis là, il faut que je sois là pour gérer. C'est bien évidemment plus important que le business rationnellement. Sauf que c'est ce qu'on dit. Si tu avais prévu de faire autre chose, que tu avais envie de faire les choses, etc. Bah du coup, tu as quand même la frustration. Complètement. Et pour le coup, j'en discutais avec une psy qui me disait mais c'est aussi un moment important de lui dire là, je suis juste pas dispo pour toi. Alors ça marche pas encore une fois. Pas à tous les âges, un enfant qui vomit non-stop, on va dire non, je ne suis pas disponible pour toi, tu te débrouilles, tu prends le seau et je reviens dans 4 heures. Non. Nettoie toi-même ton vomi. C'est ça, débrouille-toi. Je suis pas, voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi ce truc de dire, il y a des moments où je suis pas disponible. Et ça veut pas dire que je serai jamais disponible pour toi, mais il y a des moments où des fois j'ai peur, des fois j'ai des doutes liés au business. Et c'est pas à cause de toi, mais j'ai besoin de gérer ça et de voir comment gérer moi. Ensuite, quand je serai disponible, bien sûr, je serai là et que je serai à ton écoute et qu'on fera un jeu, bref, peu importe. De fou. Voilà. Mais il y a aussi ce truc de s'autoriser à dire non, il y a des moments où c'est pas possible et il y a des moments où j'avais prévu de faire un truc qui était important pour moi et qui compte pour moi et là j'ai besoin de le faire aussi parce que déjà nous je pense que ça nous autorise et que ça dose aussi et la culpabilité et la frustration, ce qui est pas neutre. Et accessoirement pour les enfants, je pense que ça les autorise eux aussi à fonctionner de cette manière-là et après à dire quand ils grandissent bah non, là je suis pas en capacité de ou j'ai pas envie ou voilà. Ouais, tout à fait. Et je dis pas que c'est facile parce que c'est un truc que j'expérimente pour le coup et ça marche pas à tous les coups et c'est pas ultra simple, mais je trouve ça intéressant juste d'y penser, de l'avoir en tête et de se dire est-ce qu'il y a des fois où on peut trouver un peu encore une fois jongler et trouver un peu ce truc de oui, je comprends ton besoin, mais là le mien c'est ça aussi et c'est aussi important, pas parce que je suis ta maman que ton besoin passe systématiquement tout le temps devant les miens. Et comment t'équilibres ça en fait? Ouais, complètement. Arriver à poser des limites et à expliquer les choses et et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours de notre vie de maman ou de papa, quoi. C'est ça. Je pense que c'est un vrai chemin parental. Ouais, c'est ça. Pas de guide non plus. C'est non, comme l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est t'expérimentes. Il y a des trucs. Je pense qu'on se dit non là c'était pas non ça marche pas du tout et d'autres beaucoup plus. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tes ressources et ton mode de fonctionnement. T'en prie. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que l'on n'aurait pas abordés et que tu voulais aborder? Ça c'est une question piège. Non, je sais pas. On en a abordé pas mal déjà, mais non, je trouve que c'était intéressant de faire le tour de ces problématiques-là. Ouais. Trop cool. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Charlotte sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi. Tout à fait. Merci beaucoup Charlotte d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte du coup de voir comment se développe cette nouvelle activité et de voir si d'autres activités pop et ce que ça va donner. C'est possible. Merci à toi Géraldine, c'était très sympa. Avec plaisir, merci Charlotte. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.